Bonjour mes chers amis et bienvenue à l'épisode 3 de La Voix de l'archiviste. Mes amis, aujourd'hui j'ai un invité très spécial qui est notre cher ami ici, Alex. Alex est un ami de longue date, qui est un partenaire que j'ai eu en histoire, un passionné lui aussi. Et en fait, aujourd'hui, notre épisode va beaucoup s'intéresser à comparer nos deux métiers qui partagent beaucoup. Moi, je suis archiviste, toi, tu es étudiant technicien en documentation. Exactement, Donc, oui. toi, tu fais à la fois les archives et la bibliothéconomie. Et on va pouvoir regarder ensemble, c'est quoi la différence, en fait, entre autres, entre la bibliothéconomie et les archives. Mhm. Fait que sans plus attendre, Alex, comment l'introduire? C'est un ami de longue date, un passionné d'histoire, quelqu'un qui a toujours été présent. Merci de venir, Alex, c'est hyper C'est un honneur apprécié. pour moi d'être ici avec toi. Là. Ad Medium Aeternum, ça a toujours été un de mes podcasts préférés. Merci d'endurer C'est... mon Moyen-Âge Ah, encore et écoute, toujours. mon épisode préféré, je pense, c'est celui sur Frédégonde. Je pense que ça m'a Oh, toujours marqué. l'histoire de Frédégonde et Brunéo est absolument fascinante. De dire que deux reines se sont fait la guerre comme ça, c'est assez impressionnant. C'est assez hot, ouais. Ouais. Bon, ben écoute, sans plus attendre, Alex, présente-toi à nos auditeurs. Bien oui, ça va me faire plaisir. Écoutez, j'ai un parcours assez rocambolesque. Je sais pas si on commence par ça. Alors, commençons par ça. Écoutez, comme vous le savez, Gabriel étudie en histoire, puis je l'avais pas mal suivi un peu là-dedans au début. Quand j'ai fini mon collégial en sciences humaines, je me suis aligné vers des études en histoire, à l'Université de Montréal également. Je pensais que la recherche était faite pour moi. Je Ouais. pensais que le monde de la recherche était quelque chose qui allait me passionner, qui allait me prendre, puis me conserver avec lui. Je ris parce que j'ai vécu exactement ça. Continue, Ouais. excuse. Mais tu sais, je pense que tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais le monde de la connaissance, puis la connaissance historique particulièrement, c'est un monde poignant, c'est un monde dans lequel on a envie de baigner tout le temps, Ouais, constamment. Puis quand on arrive dans ce milieu-là, quand on doit créer le savoir, puis le produire constamment et devoir écrire ces textes-là, c'est là que ça devient un peu une plus haute charge sur nos épaules. absolument. Puis c'est pas mal là que j'ai décliqué que moi, dans la vie, j'ai besoin de partager ce savoir-là. J'ai besoin de faire en sorte que ce savoir-là circule dans notre société, qui soit périn, qui continue, puis qui ne se fasse pas effacer par le passé, dans le passé. Donc c'est pour ça que je me suis réorienté au début en enseignement. Puis j'étais allé en enseignement à l'UQAM, en enseignement de l'histoire au secondaire, à l'univers social. Mhm. Puis j'ai fait quand même 2 ans et demi. Jusqu'à ce OK. temps que la pandémie, elle nous frappe. Là, ouais, donc jusqu'à temps qu'on soit dans le confinement, là, au mois de mars 2020. Mhm. Puis mes premiers stages, s'est super bien passé. J'aimais ça. J'étais comme, écoute, si jamais je peux faire ça plus tard, puis que je peux m'assurer que l'histoire continue de voyager dans les prochaines générations, puis l'amour de l'histoire continue de se propager, ben je serais bien content de faire ça. Puis finalement, ben, je vais pas m'étendre dans tous les détails du monde de l'éducation actuellement, Ouais, mais je comprends. c'est une réalité qui est un peu plus difficile. Ouais, ouais, Ça ouais. l'était déjà il y a 5 ans, je suis sûr que ça l'est encore plus en ce moment. On sait que les coupes et les coupures qui ont été annoncées Oui, dernièrement. effectivement, oui. Donc, ben c'est ça. Finalement, après mon deuxième stage, j'ai un petit peu décroché. Et je me suis orienté vers le... Je travaillais en bibliothèque à ce moment-là. Mhm. Puis j'étais comme, est-ce que les études universitaires, finalement, c'est fait pour moi? Tu sais, j'ai été en histoire, je savais que la recherche, ça m'interpellait moins. Puis là, l'enseignement, je trouvais ça un peu difficile. Qu'est-ce qui m'intéressait dans l'enseignement puis du partage du savoir, c'est la relation d'aide. Puis là, je travaillais en bibliothèque, puis j'ai vu à quel point, moi, je suis préposé actuellement dans une bibliothèque municipale à Laval. Et c'est tellement une belle relation que tu as avec les abonnés, avec les gens qui viennent te visiter. Du partage, tu peux partager de ta vie, tu peux partager les connaissances dont vous lisez dans certains livres. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui a résonné avec moi. Puis j'ai fait, ouais, je pense que la bibliothèque, c'est fait pour moi. Puis là, je t'épargne les détails un petit peu de toutes mes réflexions internes, mais après ça, j'ai trouvé une de mes collègues qui me parlait de la technique, puis la technique en documentation, qui se donne, si vous êtes de la région de Montréal, ça se donne au collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse, et sinon au collège de Maisonneuve à Montréal. Et donc, j'ai découvert cette technique-là, ce programme collégial-là, et j'ai tout simplement adoré. Je tombe en amour avec le métier. Et je pense que j'ai trouvé ma voie quand je suis rentré dans ce programme-là. C'est probablement l'introduction la plus réussie que j'ai jamais entendue de ma vie. Wow, mais j'aime tellement ton cheminement là-dessus parce que, premièrement, cette relation d'aide, ce contact, tu vois, moi, c'est pas exactement ça que j'ai fait avec Non? les archives, mais ça ressemble énormément. Moi, Mhm. c'est la relation que l'archive me donnait. Ce Ouais, le contact-là, contact. visuel, poignant, tu sais, je donnais l'exemple dans les premiers épisodes, puis c'est tout un exemple assez lourd, là, mais tu sais, juste ces images de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui Ouais. s'était passé, c'est comment ça Ça vient te donne des t'estomaquer, frissons, puis là. t'es comme, ben voyons donc comment c'est possible, tu sais, de faire l'histoire dans un livre, c'est bien intéressant, Ouais. mais de voir les anciens documents, cette relation-là est incroyable, mais je trouve ça vraiment touchant, cette relation que t'as avec les gens, de devenir comme un espèce de pont Un entre médiateur, ouais. cette
réserve d'informations qui est dans ta bibliothèque, la personne qui en cherche. C'est quand même vraiment intéressant. Puis là, bon, t'es dans tes études. Ouais. Est-ce que, là, rappelle-moi, tu travailles en bibliothèque en ce moment? Oui. Et fait que, justement, comment tu vis ça présentement avec les études? Est-ce que ça te Ouais. confirme vraiment que tu es à la bonne place? Hein? Absolument. Tu es convaincu? Écoute, ce qui est vraiment chouette avec ce programme-là, puis le fait que je travaille déjà dans un milieu bibliothéconomique, c'est que les deux se relancent. D'un côté, tu as les études, la technique qui te permettent d'apprendre, puis de voir comment on fait ce métier-là. Puis de l'autre côté, je le vis, puis je le fais, puis je vois des collègues qui sont déjà techniciens, ou techniciennes, devrais-je dire plutôt. C'est un milieu assez féminin quand même. Oui. Puis, mais oui, c'est ça, je vois qu'est-ce qu'ils font. Puis là, après ça, moi, je peux arriver dans mes cours, puis je peux dire, ah ben, de ce que je vois, de ma connaissance, tu sais, empirique, je vois que ça peut se passer de même. C'est comme, ben, parfait, oui, tu sais, c'est un bon point que tu apportes. Puis, vice-versa, quand j'arrive à l'école, sur mon milieu de travail, je suis comme, ah, mais tu sais, mettons, cette pratique-là qu'on a, je pense que ça pourrait valoir la peine de s'y repencher puis de peut-être améliorer notre fonctionnement, tu sais, par rapport à ça. Fait que ce qui est cool, c'est que ça se rejoint tout le temps. Les deux, ils se relancent constamment. Ben, c'est ça, t'as comme la version théorique, puis t'as la Ouais. version plancher, puis t'es Oui, capable oui. de jongler avec les deux tout le temps. Exactement, oui. Ça, c'est vraiment le fun. Absolument. Puis moi, moi, quand j'ai commencé en archivistique, c'était l'inverse. Moi, j'étais un élève de la pandémie. J'avais jamais touché une boîte d'archives avant. À part, tu sais, j'avais vu de quoi ça avait de l'air, mais j'avais jamais touché à ça. Moi, j'ai eu le théorique et après le pratique, puis c'est un choc parce que la réalité du terrain en archivistique versus. C'est complètement des mondes séparés. Là. Tu sais, tu veux appliquer mettons, les fameux chemises sans acide, Les boîtes sans acide. les boîtes sans acide, t'es comme on va tout mettre, ça va être bien préservé, puis là, tu vois la facture à la fin, t'es comme, oh tabarouette, c'est parce qu'on y arrivera pas. Là. C'est ça, là, On y arrivera jamais. Non. Fait que, écoute, si je pourrais lancer notre discussion un peu, est-ce que toi, moi je te pose la question, ça c'est personnel, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, la façon que j'ai trouvé de m'approcher, parce que toi et moi, on a cette passion-là en histoire qui est indéniable. Oui. Moi, mon rôle, quand j'ai pensé à comment est-ce que je peux, j'ai tout le temps cherché à trouver comment est-ce que je peux atteindre l'histoire en étant archiviste. Puis je sais que l'archiviste, on l'a vu, c'est pas une science historique, c'est une discipline à part. Mais je m'étais dit, comment est-ce que je peux jouer un rôle sur, dans le fond, la préservation du passé? Et je dis la réponse. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé en archivistique, c'est la préservation. Le rôle que je m'étais donné, c'était vraiment celui de gardien de la mémoire, protéger l'information pour que les gens qui sont intéressés par l'histoire, parce que c'est quand même ça, l'archivistique, c'est la mémoire. Donc, l'histoire a besoin de la mémoire pour se souvenir des documents, de quoi il s'est passé. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à aller gratter ma passion dans ma métier, c'est de pouvoir préserver le passé, préserver la mémoire. Des petits, c'est ça qui est intéressant avec les archives, parce qu'on fait pas juste les grands, des petits également. Toi, est-ce que tu as eu ce genre de cheminement-là? Est-ce que le fait de travailler en bibliothèque, je sais pas, ça t'a permis justement de connaissance historique, une bibliothèque, c'est absolument génial. Est-ce que c'est comme ça que tu as trouvé ce chemin-là? Est-ce que tu as eu ce chemin-là? Je vais raconter une petite anecdote pour te répondre, en fait, Gabriel. Il s'est passé un moment où, quand je travaillais en bibliothèque, puis j'étais un peu entre deux programmes universitaires, puis que je me réquestionnais justement, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement? Puis il y a une tâche en bibliothéconomie, je vais en parler un petit peu. Je sais pas tout à fait, je pense qu'en archivistique, ça se fait pas mal moins, mais ça s'appelle la lecture de rayons. Ok, La ouais, non. lecture de rayons, non, c'est ça. Tu sais, c'est quand on a une collection sur des rayons, en effet. Puis là, il faut vérifier tous les codes de chacun des documents qu'on a. Ouais. S'assurer qu'ils sont bien placés. Puis là, oups, s'il y en a un qui n'est pas placé, on va vérifier s'il est perdu ou si on a toujours. S'il n'est pas supposé être disparu ou si c'est à la bonne place. S'il y a une erreur dans le système, on l'a. Puis Bref, finalement, on vérifie aussi l'état du livre, voir si ça vaut la peine qu'on le conserve, puis blablabla. Ok, parfait. Fait que je faisais la lecture de rayons, puis moi, ma section préférée pour faire la lecture de rayons, pour ceux qui connaissent le système de classification Dewey, ma section préférée, c'est le 900. Fait que le 900, c'est géographie et l'histoire. Puis, tu sais, vous voyez mon chandail en ce moment. Ma section préférée dans le 900, c'est le 930. Et qu'est-ce que le 930? C'est l'Antiquité. Bref, moi, je faisais la lecture de rayons là-dedans, puis là, je regardais, puis je suis dans une bibliothèque municipale, dans un petit quartier assez éloigné à Laval. Il n'y a pas énormément, tu sais, on a peut-être un rayon de 930, à peine, puis surtout les 940, puis après c'est l'histoire européenne, on en a beaucoup. Surtout la Seconde Guerre mondiale, puis toutes ces choses-là. Ça intéresse beaucoup le public. Mais l'Antiquité, un peu moins. Mais il y en a quand même. Puis c'est là que j'ai étudié en enseignement pour partager ma passion de l'histoire. J'ai voulu étudier en histoire pour que l'histoire continue d'avancer, puis ça n'a pas fonctionné avec moi comme j'étais comme personne, comme être humain. Puis là, je suis en bibliothèque, puis je vois que l'histoire a sa place sur nos rayons
en bibliothèque publique, dans un milieu, tu sais, ouvert à tous, je peux être encore un acteur de, pas de changement, là, mais je peux encore faire valoriser cette connaissance-là, puis faire en sorte qu'elle reste, puis qu'elle intéresse les gens autour de nous. Puis ça, c'est quelque chose, c'est là que j'ai eu mon déclic. En faisant de la lecture d'Arion un petit samedi après-midi quand il n'y a pas grand monde, là, puis il n'y a pas grand-chose à faire, on fait de la lecture d'Arion, puis c'est là que ça a comme décliqué pour moi qu'il fallait que je travaille là-dedans, puis que... Ben, c'est tellement génial. Puis tu dis, tu parles d'acte de changement, mais tu sais, l'Antiquité, c'est Mhm. pas une discipline qui est tant étudiée. Le Non. Moyen-Âge, même chose. Tu sais, Mhm. fait que tu sais, ce rôle-là que tu peux faire dans ton travail, de, tu sais, hey, tu recommander l'histoire, quelqu'un a des questions, mettons, je sais pas, sur Mésopotamiens, Hittites, peu Ben importe, oui. ben là, ton expertise vient aller, puis tu peux justement, moi, en fait, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu Oui. peux suggérer l'achat de livres? Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas besoin d'être technicien en documentation, même préposé ou commis de bibliothèque pour suggérer les achats. N'oubliez pas que les bibliothèques, c'est là pour les gens. Donc, si on paye ça avec nos taxes puis nos impôts, fait que n'importe quel abonné qui rentre ici, on n'est pas dans une bibliothèque, Oui, mais on pourrait oui. l'être. N'importe qui rentre dans une bibliothèque puis il dit, écoutez, puis c'est la première fois qu'il peut rentrer, là, il peut venir se faire sa carte d'abonnement, puis il arrive, il est comme, écoute, moi, Gab, j'aimerais ça que tu m'achètes ce livre-là, puis là, ça peut être un livre de Cathy Reich, comme ça peut être un livre sur Nabucodonosor, le roi de Babylone qui a pris la ville de Jérusalem, tu sais, ça peut être n'importe quelle suggestion d'achat, et là, ensuite, c'est le rôle des techniciens et plus souvent des bibliothécaires de regarder la collection puis voir est-ce que c'est pertinent de faire cette acquisition-là ou non. Puis OK. après ça, répondre à l'usager, ben, on va acheter votre livre, puis vous allez pouvoir l'emprunter, vous êtes le prochain, ou finalement, ben, peut-être que ce livre-là, si vous voulez vraiment l'avoir, achetez-le vous-même parce qu'il va pas vraiment être utile pour tout le monde dans la municipalité, là, Ouais, c'est finalement. ça, il y a Ouais, un aspect collectif aussi. absolument. C'est hyper Comme important. les archives, tu sais, dans un Oui, sens, les archives sont là pour le reste de la société, mais les collections, c'est juste qu'ils sont. Je pourrais en parler plus tard. Il y a un autre détail qui m'intéresse bien entre la différence entre une collection bibliothéconomique et une collection archivistique. Mais les deux sont là pour les gens. Les deux absolument. sont là pour le peuple, puis sont là pour s'assurer que qu'on va bien finalement, puis qu'on Absolument, perde pas non. notre trace d'où qu'on vient. Tu sais. Absolument, parce qu'il est hyper intéressant aussi, tu sais, les archives, un des enjeux qu'on a, c'est comment est-ce qu'on représente, c'est un organisme, une personne, ou dans des cas comme BANQ, la société Ouais. québécoise, Mhm. puis représenter tout le monde, ça veut dire les groupes marginalisés, dans le fond, la Mhm. communauté, par exemple, anglophone à Montréal versus le reste du Québec, comment on fait pour les régions. Les régions sont hyper importantes dans l'histoire du Québec. Il faut essayer d'amener des gens de tous les milieux, toutes les cultures, parce que c'est ça la société québécoise, c'est un mélange. Absolument. Et Ça a toujours trouver été. quoi garder puis quoi acheter pour représenter tout ça, c'est là que tout le travail de l'archivistique se fait en évaluation. C'est ça qui est très difficile, mais c'est notre rôle. Que ce soit, Mhm. mettons, si on travaille pour un organisme, ben votre organisme, votre job, c'est de trouver l'information que vous devez préserver, qui va représenter au mieux votre organisme pour que si un jour un chercheur ou les gens veulent s'intéresser à l'histoire de votre organisme, ben, il y a les meilleurs documents pour le retrouver. Fait qu'on a le même rôle sur différents angles au niveau communautaire. On fait ça, et, Ouais. tu sais, la connaissance pour tout le monde, puis la mémoire, c'est pour tout le monde. Ouais, absolument. Puis justement, le point que je voulais amener par Oui, rapport aux différences entre des collections bibliothéconomiques puis les collections archivistiques, les gens dans notre domaine, en tout cas en technique de documentation, j'ai pas fait encore j'ai pas fait le certificat en archivistique, fait que je peux pas parler pour ça. Mais ce monde de gens un petit peu, on est du monde qui aime ça, on est souvent introvertis, mais on est du monde qui aime ça être dans notre monde puis d'étudier, un peu comme des moines au Moyen Âge dans un monastère. On analyse les livres, on les regarde, puis c'est intéressant, j'apprends, puis on grandit à travers ça. Mais il y a très peu de gens qui s'intéressent à partager cette connaissance-là. Oui, ils veulent le faire, mais c'est ce qui ont le plus de difficultés. Puis c'est pas qu'ils veulent pas, mais la plupart des gens ont comme un certain stress par rapport au fait de communiquer oui, avec les autres, puis de partager ça. Puis justement, ça fait en sorte que les gens qui se retrouvent en bibliothèque, comme en archives, c'est des gens qui veulent conserver le savoir. On est un peu. J'ai un autre chandail aussi, que c'est un dragon, puis il est comme. C'est pas du hoarding si jamais c'est des livres. Les gens en TechDoc, moi, l'acronyme pour la technique en documentation, c'est pas mal ça. C'est des gens qui veulent tout garder. Puis, comme en archive, on peut pas tout garder en bibliothèque. Écoute, c'est fou que tu me donnes cet exemple-là. Là, comme tu le sais, t'es l'épisode 3.
Mais il y a un épisode que je viens juste d'enregistrer et l'archiviste donnait l'exemple du dragon qui est assis sur ses trésors. C'est C'est ça, un drôle, archiviste. C'est la même chose. Ah, oui, oui, oui. Puis c'est nous, ben je parle nous les archivistes parce que je connais moins le domaine de la bibliothéconomie, mais j'imagine que c'est la même chose. Ouais. La profession a beaucoup changé. Parce que Mhm. pendant très longtemps, c'est ça qu'on parlait dans l'épisode qui va sortir le mois prochain, c'est qu'un archiviste, dans le fond, pendant longtemps, ça a été quelqu'un qui est resté dans son centre d'archives qui gardait ses trésors. Mais là, maintenant, Mhm. l'archiviste doit aller au-devant de l'information parce que s'il attend que l'information lui arrive dans les mains, ben, il n'y arrivera probablement pas. Et notre rôle, c'est de supporter les usagers pour qu'eux aussi comprennent. Parce qu'un des enjeux, on en parlait, là, je m'éloigne un peu, mais c'est un archive. Quand j'ai commencé mes premiers contrats, Alex, hey, Mhm. je m'en viens faire la gestion des archives. Puis les Ouais. gens me regardaient puis étaient comme hein? Fait que là, j'ai compris qu'il faut que je dise hey, je viens faire la gestion des archives, c'est pas tes documents anciens. Pour que là, ils fassent oh, ok, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important d'aller au-devant. Puis c'est ça, nous, notre profession, c'est vraiment d'aller maintenant, là, c'est d'aller chercher l'information puis de la diffuser. Nous, il y a un Mhm. gros mouvement en archivistique sur la diffusion des archives. Il ne faut plus que ça reste caché. C'est des trésors, c'est pour tout le monde. Faut le diffuser. Absolument. C'est ça qui. Tu sais, je pense qu'un gros stéréotype aussi du monde de l'archivistique, c'est que c'est des vieux papiers. Puis t'en as très bien parlé dans ton épisode sur qu'est-ce qu'une archive. L'archive, c'est pas juste du vieux papier, ça peut l'être, mais c'est pas que ça. Puis c'est pas non seulement que du papier. Des fois, on travaille avec des formats de lecture qui n'existent plus. Tu sais, Oh je mon suis Dieu, sûr qu'on doit travailler avec du 8 mm, puis aujourd'hui, trouver une machine qui peut lire ces bandes magnétiques-là, je travaille avec Fragments Fugaces, c'est pas facile à trouver pour les 8 mm. Donc, exactement, tu sais, c'est des enjeux, puis l'information a tellement évolué dans un court laps de temps. Là. Je vous donne tout le temps un petit parallèle. Là. Pensez juste au Walkman, lecteur CD, Mhm. MP3, MP4, iPod, ainsi téléphone. Ça a grandi très vite. Là. On a tous vu ces évolutions-là. L'information a suivi le même chemin. D'ailleurs, vous, au niveau des supports d'information en Ouais. bibliothéconomie, de quoi ça a de l'air? C'est très intéressant parce que les supports d'information entre le monde archivistique et le monde bibliothéconomique, c'est la même chose. Puis, la même chose. C'est sûr que le milieu archivistique va avoir beaucoup à faire des supports de lecture qui n'existent presque pratiquement plus ou qui sont plus utilisés. Mais les collections de bibliothèques passent par là également. Puis, de plus en plus, les bibliothèques, mais là, je parle beaucoup pour les bibliothèques publiques, je parle Ouais. un peu moins pour les bibliothèques spécialisées, bibliothèques universitaires, qui sont un milieu totalement différent et super intéressant, faut le dire. Mais bibliothèque publique, c'est un monde où ce qu'on retrouve du livre, on retrouve des périodiques, des magazines, des revues, on retrouve des cartonnés, c'est des livres en carton pour les plus jeunes, les tout petits de 0-5 ans, mais on retrouve aussi des livres audio, on retrouve des jeux vidéo, des films. Les clubs vidéo n'existent plus au Québec, mais ils existent encore dans les bibliothèques, puis c'est Ah un oui, des documents qui sont les plus empruntés encore, c'est les séries télé. Même si on a les géants comme Netflix puis tout ça, il y a beaucoup d'usagers qui empruntent les films, puis même des jeunes aussi là, qui ont accès à ces services de streaming-là, qui préfèrent quand même se tourner vers les bibliothèques, puis dire écoutez, moi, il y a un film qui est sorti il y avait pas 3 mois, puis je l'ai pas encore écouté, puis j'ai pas été le voir au cinéma, ben je vais aller en bibliothèque, puis je vais l'emprunter. ben tu ris, mais on en parlait avec ma conjointe, avec Raissa. Parce que Ouais. là, on a regardé les. Là, bon, je vais chialer, je m'en excuse, les services de streaming, il y a de moins en moins de choix. Puis là, tu veux écouter 2 séries, il faut que tu ailles sur 3 plateformes, somehow. Absolument. J'aime vraiment pas ça. Puis là, on se dit, Christine, t'es à côté d'une bibliothèque à Trois-Rivières, tu sais. Eux autres, ils en ont plein. Fait qu'on a eu cette discussion-là, ben on va peut-être se tourner vers les bibliothèques à la place. C'est gratuit. C'est gratuit en plus, tu sais, puis tu peux aller chercher puis toute cette sélection-là. Mais là, je te relance sur une affaire, les jeux vidéo. Mhm. Ben oui, les jeux vidéo sont. Puis je n'ai même oublié un, mais les jeux de société. Les jeux de société, c'est peut-être pas encore tous les bibliothèques qui en ont. Nous, à Laval, on est chanceux, on a une très grande collection de jeux de société, on en a à peu près 200. Mais oui, puis là, je dis 200 jeux différents, pas 200 exemplaires, là. Mais oui, on a des jeux de société, des jeux vidéo. Puis là, la Nintendo Switch 2 a été annoncée tout récemment. Et même pas 3 jours après, ça a été annoncé qu'on va acquérir les jeux de Nintendo Switch 2 qui vont être disponibles au public d'ici quelques temps. Attends, fait qu'on peut aller louer des jeux vidéo. Gratuitement, oui. Qui Ouais. c'est un crime que ce soit pas plus connu que ça, je le savais pas. Tout à fait. Fait Non, que vous non, avez c'est... vraiment repris. En fait, je dis pas repris parce que ça a toujours été dans les mêmes fonctions de bibliothèque. C'est pas Ouais, juste oui. du papier, une bibliothèque, là, c'est Ouais. des films, etc. Mais les clubs vidéo, dans le fond, c'est vous maintenant. Absolument. Puis même au-delà de ça, là, j'ai parlé des supports physiques, mais les bibliothèques sont de plus en plus des milieux numériques. On le voit beaucoup plus dans le milieu de la bibliothèque universitaire. On parle beaucoup de collections numériques, tu sais, des bases de données qui coûtent des millions de dollars. L'UDM, l'UQAM, toutes ces universités québécoises-là ont accès à ça. Ils sont mis en commun pour payer ces abonnements-là. Même chose avec les bibliothèques publiques, généralement avec BNQ ou avec d'autres réseaux de bibliothèques, on a accès à des abonnements
qui permettent, tu sais, repère. Jusque là, tout récemment, SDM vient d'annoncer que ça a été annulé, que cette plateforme-là n'existe plus. Mhm. Mais avant ça, on avait repère. On a accès à plein d'autres ressources numériques comme Biblimag, où ce que toutes des périodiques numériques, protégez-vous de façon numérique. On a ça aussi également. On a toutapprendre.com, qui est une plateforme numérique dans laquelle on peut avoir des cours de langue, des cours de programmation, des cours de bureautique gratuits avec la bibliothèque. Attends, comment ça s'appelle? Toutapprendre.com. Puis généralement, les bibliothèques publiques, ils ont ça sur leur... s'ils sont abonnés à cette ressource-là, Mhm. ils vont avoir ça dans leur section de ressources numériques sur leur site web. Puis, tu sais, là, je prêche un peu ma paroisse, vous m'en excuserez, mais vraiment, les bibliothèques, on n'est plus juste dans le monde du papier et du livre. On est dans un monde ludique, on est dans un monde où ce qu'on veut que les citoyens deviennent... Où est-ce que la fracture numérique entre les citoyens plus âgés, ou même les citoyens qui très très jeunes, qui n'ont pas encore cette habileté-là qu'un clavier puis une souris, nous, on est là pour les accompagner puis les amener à savoir maîtriser ces outils-là qui les dépassent peut-être un peu parce qu'ils sont trop vieux, trop jeunes ou qui ont juste pas eu l'intérêt pour ça. Nous, on est vraiment cet intermédiaire-là entre eux. Puis C'est incroyable parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est quand même vraiment similaire. Nous, Mhm. notre rôle, c'est vraiment, tu sais, nous, un archiviste se greffe à l'information. On suit l'information, mais l'information est créée par des êtres humains. Elle ne fait que du sens, hein, le concept de fond par un créateur de fond d'archives. Mhm. On est attaché à l'usager. Notre rôle, c'est de guider lui et son information à la bonne place. Ouais. Vous, c'est le même principe, mais vous êtes un pont entre un paquet de domaines, un paquet de technologies. Vous êtes même non seulement un pont pour quelqu'un qui veut aller chercher des connaissances parce que vous avez cette armoire de connaissances qu'est la bibliothèque, mais vous êtes un pont sur l'apprentissage des outils, l'apprentissage des supports. Vous êtes vraiment, j'ai juste ce parallèle-là, mais un pont entre vos usagers et toute la connaissance qu'une bibliothèque a. Ouais. Fait que sensiblement, c'est quasiment la même chose. Je sais pas si on peut dire c'est identique, mais quand même, on partage beaucoup on est tous les deux attachés, dans le fond, à notre usager énormément. C'est la priorité numéro 1. Ah oui, l'importance de l'usager, puis que la personne qui vient te voir, puis qui a besoin d'un service, l'archivistique et la biblioéconomie sont unis là-dedans. Là. Ouais. C'est le même... Répondre à un besoin, c'est la même chose. Je pense que le besoin peut être différent. Quand même, en archivistique, on a besoin d'informations. Souvent, on a plus... Ou les usagers, la nature des usagers va être différente aussi. En archivistique, on a plus des chercheurs, des étudiants, Oui, c'est des ça. gens qui viennent nous voir. En archivistique, j'en parlais un peu, le nombre de personnes qui viennent pour faire des recherches, c'est des universitaires, des chercheurs, mais ça, à moins que tu aies un centre d'archives qui s'occupe dans l'historique, c'est pas ce qu'on va... Les usagers, c'est pas la majorité de nos tâches, c'est vraiment quelque chose sur le côté. Ouais. Là, dans le prochain épisode qui va sortir, vous allez vous en rendre compte, l'archiviste que je reçois, bien elle en fait quand même beaucoup de la demande de gestion d'usagers, mais il y a beaucoup d'archivistes qui en feront pas parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'actif puis dans le semi-actif. Vous, les bibliothèques, c'est très central au niveau de l'usager parce que c'est lui qui vient c'est lui qui s'en vient faire la location des livres, des films, etc. Oui, c'est sûr qu'on est beaucoup près de l'usager. Je pense que par contre, si la technique en documentation vous intéresse, il ne faut pas vous limiter seulement aux rôles qui sont très proches de l'usager. Si jamais, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont un certain stress social. Si jamais pour vous, ça vous angoisse énormément de devoir répondre à des questions, de vous faire questionner puis de montrer que vous connaissez votre affaire, si vous préférez être plus dans un milieu très calme, dans un bureau, puis à faire vos tâches de traitement technique, ça se fait. En bibliothèque, dans les bibliothèques publiques, dans les plus petits réseaux, comme si on parle de municipalités plus petites, comme par exemple Joliette ou Drummondville, je connais pas leur nombre de bibliothèques par cœur comme ça, mais c'est des réseaux où on va avoir le traitement documentaire va être dans la bibliothèque publique, dans la bibliothèque municipale, finalement. Puis ça veut dire que les techniciens vont être appelés à faire de l'indexation, de la classification, le catalogage. Ils vont prendre le document, ils vont regarder la page titre, ils vont dire bon, mais ça c'est l'auteur, fait qu'on rentre ça dans notre marque 21. Ouais. Puis là, après ça, ils vont s'engager là-dedans. Puis ça se peut que si c'est une petite bibliothèque, ils fassent un peu de tâches au public, puis un peu de tâches traitement technique, ou qu'ils soient juste aux techniques, puis aucunement au public. Mais oui, ça peut être... Le technique en documentation, ce qui est beau de ce métier-là, c'est que là, on a beaucoup parlé de la bibliothèque, mais on peut être aussi en GDA ou en gestion des documents d'archives ou gestion des documents administratifs. Il y a deux acronymes, le même acronyme pour deux choses différentes, mais autant en GDA puis autant en archives historiques. Puis c'est un milieu où c'est une côté de la profession qui est un peu plus oubliée parce que malheureusement, il y a moins d'opportunités d'emploi puis elle rapporte moins d'argent. Ouais. Donc, elle est un peu laissée de côté.
mais elle brille quand même. Puis les techniciens en documentation, ils peuvent être appelés à avoir le rôle de l'archiviste, entre guillemets. Je veux pas dire que un Non, non, tech mais c'est doc va vrai. être un archiviste parce qu'il n'y a pas la formation pour, mais il va faire des tâches qui sont très similaires. Il va accompagner souvent un archiviste, mais des fois, dans des petits milieux, ils n'ont pas les moyens de se payer un archiviste et c'est le technicien en documentation qui récupère le rôle. Absolument, puis je peux te donner un exemple Ben absolument oui. drastique là-dessus. Moi, quand j'ai quitté mon contrat, j'ai travaillé avec un autre contrat, puis c'est 2 techniciens qui m'ont formé, là. Ouais. 2 techniciens en C'est fou. documentation qui ont été absolument génialissimes, là, qui m'ont donné la structure. J'ai fait du catalogage avec eux, c'était incroyable, c'est les techniciens. Pendant mon parcours, la majorité des gens qui m'ont formé en tant qu'archiviste, c'est des techniciens parce que très souvent, tu arrives dans le milieu, il y a soit juste un technicien, soit juste un archiviste, ou il n'y a absolument personne. Mais Mhm. les techniciens, le nombre de. Là, j'ai pas de chiffre de statistiques, mais il y a beaucoup de municipalités que la gestion des archives se fait par un technicien en documentation. Puis Mhm. c'est pour ça que, ben, premièrement, je suis content que tu sois venu parce que tu es un ami, ça fait tout le temps plaisir. Mais sans vous, notre métier, on n'y arrive pas. Là. Je connais les statistiques. Selon 2021, on est 700 archivistes au Québec. C'est fou quand ils pensent, hein? Là, on est pas assez. Là. En plus, l'information ne ralentit pas, elle accélère. Donc, les Mhm. techniciens, très régulièrement, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, la profession, c'est que c'est très polyvalent. J'ai vu des techniciens spécialisés en documentation pour, excuse-moi, les bibliothèques, mais j'ai des techniciens qui étaient spécialisés en gestion documentaire archive. Ouais. Puis moi, très régulièrement dans ma carrière, à quelques rares occasions, il y avait un archiviste sur place. C'était surtout une gang de techniciens ou un technicien, quelques commis. Fait Mhm. que non, 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 les travails sont indissociables. On serait pas capable de travailler sans vous, c'est sûr et certain, mon cher. On n'y arriverait pas. Ouais. Puis je pensais à ça aussi, justement. Tu sais, on parlait des techniciens dans les milieux municipaux, mais des fois, on oublie ça, là, mais les municipalités ont tellement une grande quantité de documents qui sont générés à tous les jours. Oui, c'est sûr qu'on est en 2025, il y a beaucoup de documents qui sont numériques, mais ça rend la tâche encore plus difficile, je crois, parce que tu sais, je vais prendre un nom fictif puis je veux pas que personne s'offense. Mais mettons, on a Carmen qui arrive, elle travaille à Saint-Profond des Nowhere, comme dans la tune des Cowboys Ouais, fringants. ça va, ok, Puis parfait. elle a fait ses petites affaires. Je sais pas qu'elle peut être agente administrative, elle fait ses trucs, elle crée un document Excel juste pour calculer ses affaires. Puis là, elle l'enregistre dans son OneDrive. Puis après ça, on l'enregistre ça dans un autre, dans un SharePoint. Puis là, il y a des documents partout. Puis là, t'as une personne, souvent c'est un archiviste ou un technicien qui est là, puis on pense qu'il y a, il y a un service des archives. Ouais, il y a un service des archives. Puis il y a une personne qui y travaille des fois dans des petites municipalités comme ça. Oui, puis ça, c'est. Non, tu donnes tellement un bon exemple. Parce qu'on en parlait encore dans le prochain épisode, vous allez le voir. Le plus grand avantage de la numérisation de l'ère numérique, c'est que maintenant, c'est hyper facile de faire des copies d'un document. Le plus gros problème de l'ère numérique, c'est que c'est tellement facile de faire des copies. Il y en a partout. Il y en a partout. Puis, tu sais, là, on prend l'exemple des municipalités. Tu sais, les municipalités sont très dépendantes, par exemple, du nombre de citoyens qu'ils ont pour leurs revenus. Fait qu'ils n'ont pas Ouais. tout le temps les moyens de se payer un technicien en documentation, un archiviste. Et là, c'est parce que c'est rough, parce qu'il faut qu'il y ait une gestion qui se fasse. Il y a des lois aussi, c'est vraiment pas Mhm. facile. Puis là, on parle des municipalités, mais ça peut être les OBNL, ça peut être même les petites entreprises qui n'en ont pas de technicien en documentation, qui n'en ont pas d'archiviste, puis qui en ont gravement besoin d'un, là. Ouais. Fait que je pense que c'est un des. Faut, faut pas vas-y. l'oublier non plus, la loi sur les archives oblige les petites municipalités à gérer eux-mêmes leurs archives. Parce que dans la loi sur les archives, BNQ peut devoir gérer ça. Puis, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que BNQ peut prendre en charge tes archives. Puis dire, OK, à chaque année, tu me verses ce que tu as En besoin fait, de les verser. municipalités, c'est les centres agréés qui peuvent faire ça. Exactement. Et c'est ça, les Soit centres ils agréés. doivent le faire eux-mêmes. Ou ils doivent payer un centre agréé pour le C'est ça, faire. exactement. Soit qu'ils doivent en assumer la gestion eux-mêmes, ou Ouais. ils peuvent le concéder à un centre agréé qui, Oui. lui, va faire sa gestion. Mais BNQ peut pas le faire pour eux. Puis ça, c'est Exactement. quand même, tu sais, pour les petites municipalités, c'est quelque chose qui leur tire beaucoup dans le Ah, ben, en pied. fait, ce qui leur Ça tire coûte énormément cher. dans le pied, puis c'est parce que en fait, c'est très lourd. Hein? Une municipalité, comme tu le dis, ça produit énormément de documents. Puis une Mhm. municipalité, ça fait pas juste faire de l'argent. Hein. Une municipalité, Non, il faut que ça soit transparent. C'est une démocratie. Puis ouais. il y a des enjeux avec la transparence. Puis Mhm. c'est dans un monde, en plus, tu sais, les municipalités, évidemment, ils sont au Québec, donc ils vont extrêmement vite, eux aussi, en termes de l'évolution de l'information. Ouais. Mais on l'a vu sur nos plateaux de travail, tu sais, mettons une business qui fait des millions par année, se moderniser, c'est plus facile. Mais une municipalité qui a 5000 habitants, elle a Ça le va prendre budget du qu'elle temps. va avoir tant et aussi longtemps qu'elle a le nombre de citoyens qu'il y a dedans.
Fait qu'il y a un enjeu pour suivre cette information-là, et c'est ça, il faut que tu trouves le moyen de, OK, comment est-ce qu'on fait pour être transparent, d'avoir une bonne gestion documentaire, c'est un enjeu. Les OBNL, bon, il y a aussi des petits problèmes ici. Les entreprises aussi, même s'il y a beaucoup d'argent, tu sais, les entreprises privées doivent également faire une gestion documentaire parce que de toute façon, ça l'oblige. Parce Oui. que tu ne seras pas capable de gérer une entreprise si tu n'as aucune idée où sont tes documents, mais souvent, comme dans les entreprises, personnellement, j'ai remarqué que des fois, il y a un peu plus d'archivistes et de tech doc, mais on n'est encore pas beaucoup. Sais-tu, vous êtes combien à peu près? As-tu une estimée de techniciens en documentation? Ben écoute, je peux pas vraiment parler pour le nombre de techniciens en documentation actifs au Québec. Je Mhm. peux te donner un aperçu par contre du nombre de techniciens en documentation en formation actuellement. OK, vas-y donc. Pour te dire, moi j'étudie au collège de Nelgro actuellement. Puis à chaque cohorte, on a à peu près une vingtaine, entre une quinzaine et une vingtaine de gradués, de gens qui graduent du programme. Juste 15? Oui, exactement. Puis on a au Québec, je sais que je crois, je veux pas dire des faussetés, je crois qu'il y a un programme aussi à Gatineau, si je me trompe pas, de technique en documentation. Sinon, à Montréal, on en a deux. Là. Fait que je peux pas parler pour les chiffres de Maisonneuve, je suis pas vraiment au courant. Peut-être qu'il y a plus de gens qui étudient là-bas, mais ça reste que on est beaucoup limité par le nombre d'enseignants. Parce que pour enseigner au cégep, on sait, ça prend une maîtrise. Et ça veut dire que ça prend une maîtrise en sciences de l'information pour Exactement. enseigner. Et donc, c'est pas nécessairement le premier réflexe des gens qui font la maîtrise d'aller enseigner au cégep pour cette technique-là. C'est une technique qui est très méconnue. Moi, personnellement, quand je suis au secondaire, si j'avais su que ça existait, sûrement c'est ça que j'aurais choisi. Ben, moi avec, Mais j'aurais pris ça. personne ne savait que ça existait. Il n'y a pas grand monde qui nous en parlait. Puis là, actuellement, je suis content de voir que dans ma cohorte, moi, je suis un retour aux études, entre guillemets, parce que j'avais déjà fait mes cours obligatoires. Donc, en ce moment, je fais seulement des cours de la technique. Ouais, c'est ça, Donc, je ouais. me concentre sur tout ce qui est bibliothéconomie puis archives. Mais là, on a des jeunes avec nous. Puis ça, je trouve ça beau. Ben, comme si jamais j'étais plus jeune, mais on a des gens plus jeunes, des gens qui sortent du secondaire, qui rentrent, qui viennent parmi nous, puis qui apprennent ce beau métier-là, puis qui s'émerveillent. Tu sais, je veux pas que vous le preniez personnel si je vous appelle comme ça, mais on a des petits rats de bibliothèque qui viennent nous voir. Tu sais, comme moi, mais moi aussi, je suis Oui, ça, tu sais, oui, que ce soit en bibliothèque publique ou à la maison avec nos livres, dans ce qu'on aime, tu sais, on est des gens passionnés, puis on le voit maintenant qui connaissent ce milieu-là, ben on en voit de plus en plus, mais ça mérite d'être encore plus connu, puis ce programme-là mérite vraiment d'être diffusé un peu partout, ben oui, parce qu'on est des agents de diffusion du savoir et de la connaissance historique, puis de notre passé, de qu'est-ce qu'on était comme société, puis qu'est-ce qu'on peut devenir. Parce que c'est grâce à l'étude du passé qu'on voit vers où on s'en va. Tu sais. exactement. Puis, ben, merci de venir en parler de ta profession au podcast. C'est un peu le but aussi. Là. Évidemment, j'ai une entreprise, je veux faire parler de mes affaires, mais aussi, c'est de diffuser l'information parce que le gros problème qu'on a en archivistique et en Mhm. documentation, c'est qu'on n'est pas assez. Ouais. La réalité du plancher, c'est pas oh mon Dieu, vous avez pas de débouché dans votre domaine. Au contraire, le problème, c'est que il y a trop d'informations. Ça va très vite. Il n'y a pas assez d'archivistes, de techniciens en documentation. Et ce que je me Mhm. rends compte, là, c'est sûr que c'est très humble, ça commence mes affaires, mais ce que je me rends compte avec les gens avec qui j'interagis, ils savent pas qu'on existe, Alex. Ils savent pas quand ils ont des problèmes d'organisation, qui cherchent les jeux vidéo. T'sais, on en cherche tout le temps, moi, ma blonde, quoi essayer, on veut pas le payer. Je savais même pas que les bibliothèques le faisaient. Puis C'est ça. archivistique, je suis pas loin, là. On est Mhm. cousins là, du domaine. Là. Fait que de se rendre compte que ben on existe, on a un rôle dans la société, puis venez nous aider. Ceux qui sont passionnés, rejoignez-nous parce On a que besoin d'aide. il y a énormément de choses. Et peut-être si on pourrait commencer à jaser un peu des différences, ressemblances d'un centre d'archives d'une bibliothèque. Oui. Ben oui, Moi, absolument. la ressemblance, en fait, la différence, ce qui m'a toujours frappé, c'est la version de la bibliothèque et du centre d'archives. Que quand j'ai essayé de rentrer dans un centre d'archives, ben la porte est barrée très souvent. Ah oui. Oui, tu peux pas rentrer dans un centre d'archives comme tu veux. Puis c'est super contrôlé parce que bon, faut qu'il y ait des températures, mais aussi parce que les documents, un des enjeux, là je t'en donne deux. Un, c'est qu'un centre d'archives, c'est barré, c'est verrouillé. Tu as une place parfois à l'entrée où tu peux justement communiquer avec quelqu'un, mais les salles des archives, c'est tout barré. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas d'exemplaires souvent secondaires. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs fois le même document, mais c'est pas la norme. Si jamais on détruit telle correspondance qui s'est faite en 1975 en deux individus, c'est la seule. À l'inverse, toi, c'est tout le contraire dans le fond. Absolument. C'est sûr que nous, le but, c'est de répondre aux besoins premiers de l'usager. Puis, c'est sûr que je peux te parler de la bibliothèque, mais je peux te parler de plusieurs types de bibliothèques parce que ça sera pas de la bonne information si je te parle juste de bibliothèque municipale, par exemple. Ouais. Parce que si on est en bibliothèque municipale,
on va être beaucoup du côté ludique. Principalement du côté ludique. C'est sûr qu'il y a un côté savoir, il y a un côté connaissance. On a toujours des usagers qui ont besoin d'avoir un espace pour travailler, un espace pour étudier. Principalement, bibliothèque publique, c'est beaucoup pour l'espace. Dans ce qui est du savoir, là, c'est vraiment des locaux d'études, des tables de travail, des espaces pour travailler. C'est sûr qu'on a des collections de documentaires, mais je te dirais que c'est à peu près, pour une collection adulte, mettons, si on oublie la collection plus jeunesse ou adolescente, collection adulte, c'est à peu près un tiers à documentaire, donc savoir, puis à peu près ça, un deux tiers que ça va être des bandes dessinées, des mangas, des romans, Des romans, c'est ça. etc., des livres audio, puis des jeux vidéo. Encore là, même dans les documentaires, tu sais, je te parle de savoir, mais ça peut être aussi dans le savoir culinaire avec des livres de cuisine, Ben oui, absolument. qu'il y a des trucs sur les ovnis, parce que ce qui est important en bibliothèque, c'est qu'il n'y a pas de censure. Oui, oui, oui. En archivistique aussi, on garde toutes les traces du passé, puis on a un organisme au Québec qui s'appelle InfoSec qui diffuse des informations sur les groupes sectaires. Absolument. Puis il faut garder ces informations-là pour pouvoir éviter. Ouais, ils ont ce rôle-là, puis je les connais, les gens d'InfoSec sont vraiment wow. incroyables. Oui, oui, j'ai travaillé un peu avec eux autres, je les ai adorés, la gang d'InfoSec sont incroyables, là. Mais c'est ça, t'as cet enjeu-là, tu sais, de justement, d'aller, eux, en fait, je veux pas parler de leur mission tant que ça, parce que c'est eux qui vont être les mieux placés, mais de ce rôle de faire la prévention, d'étudier le phénomène secteur, c'est en connaissant. L'exemple que je donne tout le temps, c'est un exemple hyper boiteux, mais t'apprends pas comment traiter le cancer en te sacrant la tête dans le sable. Absolument T'apprends pas. pas comment limiter des guerres en te sacrant la tête dans le sable. Faut que tu ailles lire sur le sujet, faut que tu comprennes le phénomène pour savoir comment le prévenir une fois qu'il est là. Absolument. Fait que ça, c'est. Non, c'est vraiment cool. Puis tu parles des tables de travail, ces enjeux-là. Tu sais, vous êtes vraiment. Service usager fois 1000. Tu vois, j'ai pas pensé à ça nécessairement. Là. Ouais. C'est pas quelque chose que j'avais en tête. Mais les bibliothèques se renouvellent beaucoup, puis je vais revenir après ça sur les différences entre un centre d'archives puis une bibliothèque, là, c'est sûr. Mais pour faire une petite parenthèse, les bibliothèques aussi se renouvellent avec le développement des Fab Labs, ou en tout cas des studios de création. Parce que les bibliothèques se veulent un milieu ouvert, un troisième lieu. Tu sais, on n'est pas à la maison, on n'est pas au travail, on est à la bibliothèque, puis c'est là qu'on peut faire un peu de tout. Puis les Fab Labs, justement, c'est des endroits où on peut se trouver. Il y a des imprimantes 3D, il y a des cricottes ou des trucs auxquels on peut imprimer des trucs en vinyle. Il y a des jeux vidéo, des casques de réalité virtuelle, autant pour les jeunes, les adultes, les ados, pour les motiver, les impliquer dans la communauté, mais autant pour apprendre aux gens comment faire des nouvelles choses qu'ils n'ont jamais fait. Il y a des studios d'enregistrement parfois, toutes sortes de choses qu'on peut trouver en bibliothèque vraiment assez fascinantes. Puis ça, c'est vraiment le nouveau rôle que les bibliothèques prennent, c'est vraiment de faire découvrir tout à tout le monde. Puis de donner l'opportunité à tout le monde de toucher un peu à tout ce qu'ils ont envie de toucher. Hey, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression que vous vous placez comme un peu le cœur battant d'une société. Ouais, c'est Vraiment le cœur de son milieu. Parce que les bibliothèques municipales, c'est très ça. C'est Oui. l'espèce de milieu de rencontre d'une communauté. Puis ça se veut, ils sont très impliqués là-dedans, dans leur milieu. Hey Seigneur, je sais qu'on a des métiers qui s'impliquent pas de la même façon, mais je pense que dans cette mission que les archivistes ont d'aller de l'avant, on a tout à s'inspirer de ce que vous faites. C'est vraiment incroyable. Je savais pas, tu vois, je sais comment ça marche une bibliothèque. On est à l'université ensemble. Ben on oui. a été très souvent dans des bibliothèques, voire un peu trop souvent peut-être. C'est on a fait juste ça. Mais j'avais pas pris tout en considération. Vous êtes vraiment ça, ce cœur battant-là, non seulement de la connaissance, mais de la vie communautaire, des activités, le pont entre les technologies. C'est phénoménal. Honnêtement, là, c'est incroyable. On a tous les archivistes ont tous à s'inspirer de vous autres. C'est fou, parce que nous, c'est cette course-là qu'on est en train de justement aller chercher, cette course à l'information, d'attraper un peu tout ce que tout le monde a. Mais j'aime vraiment comment vous êtes vraiment je me répète, là, un pont, mais c'est parce que ma conception, moi, c'est vraiment que l'archivistique, l'information, elle est créée, on accompagne l'usager, on accompagne l'information dans tous ses cycles, puis on s'assure que la conservation soit faite lorsqu'elle s'applique, la destruction quand c'est nécessaire. Et on gère les centres d'archives, on essaye de faire la diffusion, mais nous, la diffusion, tu vois, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant, mais qui arrive souvent à la fin ou on the side, parce qu'on a tellement de choses qu'on n'arrive pas. Mais vous autres, l'usager, il est vraiment au cœur de tout. C'est absolument incroyable. Oui, il est là du catalogage à l'indexation. Il est là partout parce que tu fais l'indexation pour qui au final? Puis vous, il est vivant. Oui, il est vivant. Vrai, c'est parce que nous, très souvent, man, au fond d'archives, les personnes sont décédées, pas tout le temps. Ben oui. Mais c'est ça, vous, il y a vraiment l'interaction. C'est phénoménal. J'avais pas vu ça comme ça. C'est incroyable. Oui. Puis tu sais, je parlais justement de différents milieux des bibliothèques parce que souvent quand les gens y arrivent, même s'ils veulent travailler en bibliothèque, les gens pensent aux bibliothèques publiques. Parce que c'est souvent le milieu qu'ils consultent le plus fréquemment. Puis qui sont où tu sais, il y a des gens qui
ils vivent dans les bibliothèques un peu. On en a des usagers, on les voit tous les jours, puis c'est tellement le fun, c'est tellement chouette, on crée des liens avec ces gens-là. Je me lève le matin, puis je suis comme, je vais pas nommer de nom, mais j'ai tellement hâte de voir Ticlin, tu sais. Là, je dis Ticlin, mais c'est un peu méchant, là, j'aurais pas l'appeler comme ça, mais j'ai tellement hâte de voir Georges, là. Il est tellement cool, Georges, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a lu dernièrement, puis tu sais, il va pouvoir me, genre, tu sais, il va me poser des questions sur moi aussi, puis on interagit, puis, tu sais, même si on est des employés municipaux, j'ai cette mobilité-là de pouvoir communiquer d'humain à humain, puis pas juste de fonctionnaire Ouais, à c'est ça. humain, tu sais, à client, entre guillemets, tu sais. Mais oui, fait que les gens connaissent beaucoup les bibliothèques municipales, mais on oublie beaucoup les bibliothèques scolaires aussi. Les bibliothèques scolaires, qui sont les bibliothèques dans les écoles primaires, qui sont tellement négligées, puis les bibliothèques secondaires, puis je dis qu'ils sont négligés, c'est pas que les gens qui y travaillent les négligent, au contraire, c'est plus notre gouvernement qui a tout intérêt à investir dans ces milieux-là. Ouais. C'est tellement une porte d'entrée pour toutes sortes de choses, puis souvent les bibliothèques scolaires sont tenues par une personne, puis ça va être le technicien. Ouais, c'est ça. Même chose comme les petites municipalités, souvent en archive où on retrouve seulement une personne. C'est tough de voir ça, mais ces gens-là sont tellement passionnés, ils font tout. Ils vont à la préparation matérielle des documents, fait qu'ils recouvrent les livres, ils les plastifient, ils s'assurent, ils les solidifient avec du ruban charnière pour pas que les pages Je l'ai déchirent. fait, ça, c'est vraiment pas aussi facile que ça en a C'est l'air. pas aussi évident Puis, qu'on pense, ça tabarouette, prend de la pratique. j'ai fait ça avec une technicienne justement, puis elle m'a tout montré de A à Z. Voilà, c'était vraiment plus dans le domaine de la bibliothèque. C'est la seule fois que j'ai travaillé dans le domaine. C'est très différent du monde archivistique, mais ça avait été super formateur. Puis j'avais réalisé qu'au niveau des enjeux, les coûts, juste le plastifiage, c'est pas un vrai mot, là, mais tout le matériel de préservation des livres. C'est cher. Puis vous avez un enjeu que moi j'ai pas. Ben, que j'ai pas. Les risques dans un centre d'archives que quelqu'un rentre puis abîme les documents sont plus, vu que c'est sécurisé puis que c'est pas tout le monde qui y touche, ça arrive, c'est plus rare. Ouais. Mais vous autres, je veux dire, n'importe qui peut prendre un livre, l'échapper dans un plateau. Mais c'est pris en considération dans les budgets des bibliothèques aussi. Puis par exemple, surtout en bibliothèque publique, mais ça arrive aussi en bibliothèque scolaire, donc on parle en ce moment. Si jamais j'achète Amos d'Aragon, c'est un livre que j'aime bien, on achète le premier exemplaire, puis là tu dis, ok, moi j'ai à peu près 1200 élèves dans mon école, une école secondaire, là, par exemple. Puis là, Amos Dragon, c'est peut-être des secondaires 1, des secondaires 2 qui vont le lire. J'achète combien du tome 1? J'achète-tu 2, j'achète-tu 3, j'achète-tu 4? Pour être sûr que plusieurs personnes puissent le lire en même temps. Sinon, ils vont tout apprendre un après l'autre. Ah ben oui, c'est vrai, parce qu'il faut... Oh, attends... Ben oui, faut que tu penses à ça. Puis après ça, faut que tu te dises, OK, ben là, moi, le livre, je l'achète, c'est un... Je parle en français. C'est un livre couverture souple. OK. Les coins, ça s'abîme comme ça. Okay. Les pages, ça s'ouvre, la couverture est molle, fait que ça s'abîme super facilement. Les gens le mettent dans le sac, ils le garochent sur la table de cuisine. Puis c'est normal, c'est correct, le livre il est là pour vivre, il est là pour être utilisé. Fait que c'est sûr qu'il va s'abîmer rapidement, il va avoir quoi, peut-être 25 prêts, puis à un moment donné, il va être fini, puis il va aller au recyclage. Puis là, je sais que ça va vous insulter si je dis ça, que les livres vont au recyclage, mais on peut pas tous les sauver, les livres. Malheureusement, on pourra en reparler tantôt si tu veux, mais il y en a beaucoup que je sais qui vont au recyclage, ou sinon sont élagués, puis il y a des gens qui peuvent les prendre gratuitement, mais dites-vous que si personne ne le prend sur la table d'élagage, parce que il y a personne qui le veut, fait que c'est normal qu'il se retrouve dans le bac. Dans le bac à mais bref, les livres sont mous. Fait qu'après ça, tu as un autre budget pour te dire, OK, ben là, je n'ai su combien je n'achète. Puis je sais qu'il y en a à peu près 2 ou 3 là-dedans qui vont être brisés d'ici quelques temps. Fait qu'il y en a 2 ou 3 que je vais faire relier par un relieur professionnel, que je vais faire conserver, que je vais mettre couverture rigide. Puis lui, il va toffer plus longtemps. Puis comme ça, même si l'intérêt du livre diminue, ben cet exemplaire-là va toffer dans le temps ou va durer dans le temps. Puis ouais, ça aussi, ça à prendre en considération dans les budgets. Puis les écoles font la préparation matérielle, ils font leur catalogage, ils font la diffusion parce qu'ils vont animer des activités dans les classes avec les enseignants. Ils vont s'assurer que leur collection soit utilisée par les enseignants. Parce que même, tu sais, vous étiez peut-être pas au courant que les bibliothèques scolaires, c'était aussi important. Mais les profs non plus. Tu sais, on pense que les gens dans les écoles, ils connaissent toutes leurs ressources. Mais les bibliothèques sont bien souvent utilisées par les principaux acteurs des écoles. Puis les enseignants, enseignantes redécouvrent ce milieu-là quand le bibliothéticien va visiter leur classe. Ils sont comme, hey, écoutez, moi, j'ai telle affaire dans ma collection, ça te tente d'utiliser ça? Ou ils vont voir les enseignants puis ils vont dire, écoute, moi, mon budget d'acquisition pour ma collection, c'est de temps. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on achète pour tes élèves, qu'on l'utilise pour que tu viennes dans la bibliothèque puis que tu la remettes en valeur pour que les jeunes ils puissent en profiter vraiment pleinement? Ah, c'est fou, fait que même les professeurs, tu vois, parce que ça, c'est quelque chose de similaire. Moi, quand j'ai travaillé dans mes nombreux contrats, à chaque fois, tu sais, la perception d'un archiviste, c'était tout le temps, OK, le gars qui s'occupe des documents anciens. Puis, il faut tout le temps que, tu sais, j'allais voir, hey, t'as de la difficulté à t'organiser sur ton bureau. Est-ce que t'as de la difficulté à structurer l'information? Ouais. Fait que là, il est comme, ben ouais, ben je peux t'aider. Puis, comment tu fais ça? Puis, je suis comme, ben, je suis un archiviste, je suis un spécialiste de la gestion d'information, je peux t'aider. Fait que là, à l'avenir, ben lui, il me rappelle, hey, je sais pas comment classer ça, j'ai un problème, je me perds.
Fait que les gens viennent me voir. Les gens sur la gestion des renseignements personnels. Ah oui. Hey, je sais pas comment différencier. Avec les demandes d'accès, Les puis- demandes d'accès, ces affaires-là. Mais moi, c'est beaucoup, tu sais, si tu as un renseignement personnel, est-ce que c'en est pas un? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça au recyclage? Qu'est-ce que je fais? Donc, Mhm. ils savent maintenant qu'ils peuvent venir me voir, mais ils savaient pas avant parce que faut aller leur dire. Puis ça, c'est identique. Parce que dans nos deux milieux, ben là, dans le monde municipal, c'est plus les usagers, mais mettons dans le milieu scolaire, Ouais. faut quand même que tu aies parlé aux professeurs qui travaillent avec toi pour leur dire Mhm. hey, je fais ça. C'est le même problème qu'on a en archivistique. Il faut aller de l'avant, leur dire hey, je fais ça, tu peux venir me voir. Parce que les gens ne savent pas. Non. On est une profession qui travaille énormément dans l'ombre. Oui, puis absolument, puis ça se reflète dans le budget qu'on a aussi, vu qu'on travaille souvent dans l'ombre. Les gens haut placés qui octroient les budgets ont souvent tendance à dire le service des archives, ça rapporte pas, fait que je vais moins investir là-dedans parce que ça me rapporte pas. Même chose avec les bibliothèques, autant municipales ou scolaires, c'est vu comme des dépenses par les gens qui gèrent. La plupart du temps, je ne vais pas toutes les mettre dans le même bateau, mais souvent c'est oublié, puis c'est pour ça que les techniciens, les bibliothécaires, puis les archivistes doivent se battre pour des budgets, puis doivent justifier, comme, tu sais, tu peux pas juste te battre avec rien dans les mains. Ça te prend des armes, ça prend une hallebarde pour aller au combat. T'as tout compris, mon Fait que Alex, ça te prend une hallebarde. Ça te prend, ben exactement, ça te prend des arguments. Il faut que tu montres pourquoi tu mérites d'avoir ce budget-là, puis pourquoi tu veux augmenter le budget. Exactement. Tu veux pas juste qu'il baisse pas, mais tu veux qu'il monte parce que tu dis, écoute, moi j'ai tel projet, il y a telle affaire que je veux faire pour mon public, pour mes usagers. Fait que j'ai besoin de tant, puis pourquoi ça va au final te rapporter de l'argent. Exactement. Dans une municipalité, c'est facile parce que tu veux que tes citoyens ils grandissent, puis ils s'investissent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils aiment, dans leur passion, puis ça va finir par créer des gens qui vont te rapporter des taxes. Ouais, Pour les municipalités, les autres, ils voient souvent ça comme ça, donc tant mieux. Parce que nous, ça nous permet d'avoir le budget qu'on a besoin pour faire rayonner le milieu de la bibliothèque ou le milieu des archives, si on parle de centre d'archives. Ben, centre d'archives, de diffusion. c'est ça, c'est la diffusion. Nous, c'est ça notre gros drapeau, c'est d'essayer de pouvoir dire, ben, regarde, on peut partager ce trésor-là qu'on a, ça va intéresser le monde, mais t'as raison. Faut être armé d'une hallebarde, d'un couteau. Faut aller au combat. Faut aller au combat, là, parce qu'il Ouais, faut ouais. dire, oui, on coûte cher, mais il y a une raison pourquoi on est là. Nous, en archivistique, ce que je me t'ai dit, c'est un des grands points qu'on peut soulever, c'est de dire, il y a un aspect légal. Hein, il y a des documents qu'on doit conserver. Ça aide, mais ça aide à faire le minimum. Parce que là, justement, ils sont comme les archives, ça rapporte pas, puis ça coûte cher. Fait que c'est là qu'avec les projets de diffusion, puis dire non, mais on peut impliquer les usagers, on peut faire de la diffusion publique. Fragment Fugace en fait, la diffusion de films, justement, des films de famille, donc des archives qui ont été filmés souvent dans des vacances. Et là, j'ai participé avec eux à une diffusion d'archives avec Conrad, et c'est fou, juste mettre la machine à l'extérieur pour du 16 mm, puis là, ça part. Puis là, les gens, ils arrivent, puis ils sont comme « Hey, j'avais ça dans mon temps. Hein? » Puis là, ils viennent voir. Moi, je te partage une tranche de vie qui m'a fait capoter, Alex. Il y a plein d'enfants qui viennent, puis qui sont tous un peu impressionnés par la machine. Ouais. Puis là, je veux choisir un film. Je l'ouvre, qu'est-ce que je sens? Une belle odeur de vinaigre, tu le sais, c'est que l'acidification du document. Puis là, je fais « Hey, j'ai une idée. » Je m'en vais voir les enfants, j'ai « Hey, voulez-vous savoir comment les archivistes on peut repérer qu'un document s'est détérioré? » Puis je me suis mis à genoux à côté d'eux autres, puis je leur ai dit « Sentez ça. » Puis là, les enfants, ils sentaient comme « Ouais, ça pue. » Mais ils ont compris que ça sent le vinaigre, justement, parce que je leur expliquais, ça permet justement de détecter que l'acidification du document est rendue avancée et le film, justement, était tout gondolé, tout dégueulasse, on n'a pas pu le faire rouler. Mais tu vois, c'est con, c'est juste quelque chose qui est, en fait, une archive qui s'est détériorée, puis ça a permis de créer un contact avec les enfants qui étaient comme « Ah, c'est plus, c'est quoi ça? Je comprends pas. » Ouais. Mais c'est fou, parce que tu vois, encore une fois, en archivistique, on travaille moins avec les usagers, puis c'est un peu pour ça que je me suis lancé en entreprise, c'est que je veux interagir avec vous, mais le concept, moi je trouvais ça fou. Moi, quand j'ai vu ça, puis que, tu sais, finalement, c'est tout le temps une mauvaise nouvelle, un document qui sent mauvais. Ben, quand ça sent le vinaigre, c'est notre drapeau aux archivistes, la conservation, c'est ouch. Mais là, c'est devenu une expérience pour les jeunes de dire « Ah, c'est comme ça que les archivistes font. » C'est une des techniques. Fait que c'est une petite tranche que je voulais partager, mais j'avais trouvé ça, c'est incroyable, puis c'est ça, faut défendre nos budgets, on n'a pas le choix. Puis pour les défendre, ben c'est dans des projets de diffusion, c'est dans cette participation collective qu'on vient dire, regarde, ça va te rapporter en bout de ligne. Alors, les gens qui font des demandes de recherche, c'est des gens qui s'intéressent à ton organisme, les gens qui s'intéressent à ton organisme, ben c'est des gens qui parlent de ton organisme, des gens qui parlent de ton organisme, c'est un organisme qui est connu, et là, tu essaies de vendre justement que tu files en aiguille, ça va venir te rapporter à la fin. Absolument. Fait que mon cher ami, écoute, merci.
Ce fut un plaisir. Ça a été génial. Voyons donc que tu puisses venir jaser avec nous autres. J'ai 2 petites questions à te poser. Oui, Question pour terminer ça. Puis si tu veux oui, ricocher aussi sur d'autres points, gêne-toi pas là. pas de Mais problème. en archivistique, on a tout le temps des moments, ça c'est une question que je pose à tous les gens qui viennent. Il y a tout le temps un moment où que, bon, tu te dis ça donne bien pas d'allure, puis tu capotes un peu. Tu sais, tu t'arraches les cheveux de la tête, tu te dis mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que tu peux Mhm. nous partager un moment catastrophe? Est-ce que tu veux que je te partage un moment catastrophe en archivistique ou en bibliothéconomie? Si t'aurais les deux, ça serait fou. Les deux. C'est sûr que moi, je suis encore en formation. Hmm. Donc, j'ai pas encore été souvent dans mes milieux. Je vais faire mes stages à la session prochaine. D'ailleurs, ça commence cet automne. Des moments catastrophes, je pourrais dire que justement, quand j'ai parlé de la différence entre travailler et étudier, c'est là que tu le vois des fois, que la réalité dans le milieu du travail, c'est jamais la réalité de ce qui est optimal. Ouais, oui, non. Je vais pas nommer le centre d'archives qu'on a visité. On a visité un centre d'archives quand on est allé dans une journée pour voir la conservation des documents. Puis c'est un centre d'archives exceptionnel. La personne qui est responsable il est vraiment formidable. Et là, on rentre dans la salle de conservation. J'appelle ça une salle de conservation parce que c'est tout ce que. C'est comme ça qu'on peut appeler ça, mais il y a pas juste des vieux documents, des boîtes d'archives. Les boîtes d'archives, il y en a quelques-unes qui sont anti-acides, il y en a d'autres qui sont en carton. Il y a des objets anciens qui traînent sur des tablettes en métal. Ouais. Il y a il y a un fond d'archives d'un peintre que toutes les peintures sont alignées en dessous des étagères, une par-dessus l'autre. Il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il y a, mais Mais il n'y a il est pas probablement l'espace. seul. Puis tu dis, puis il nous a parlé de ce peintre-là, dont j'oublie le nom, je suis vraiment désolé, qui est un peintre, qui est un ancien prêtre, qui est allé en Europe étudier, puis qui a peint des toiles magnifiques. Puis il était passionné, il le connaissait, il a traité ce fond d'archives-là, puis je le voyais que, tu sais, c'est pas la volonté qui lui manquait, mais c'est vraiment les moyens du bord. Ouais, c'est ça. Puis les partenaires qui sont là pour l'aider, tu sais, souvent c'est la municipalité dans laquelle le centre d'archives se trouve qui aide beaucoup le centre d'archives, puis des fois, maudits qu'ils sont laissés à eux-mêmes, puis je trouve que Ouais, c'est c'est un petit ça. peu triste. C'est les questions de budget parce que le matériel, là, les boîtes sans acide, là, maintenant que c'est moi qui les paye, là, ça coûte excessivement cher. Ah, Puis c'est pas évident. c'est des quantités Ouais. gargantuesques, mais tu vois, ton expérience résume premièrement, même réalité. Là, moi, quand j'ai eu mon stage, j'avais cette idée préconçue de OK, il faut que Mhm. tout soit spick and span. Les 2 premières boîtes, je les en ligne, je mets les matériels de préservation spick and span, puis Ouais. là, je me rends compte à mi-chemin, je suis comme OK, mais c'est parce que ça n'a pas de sens. Ça coûte bien trop cher, puis tu vois toutes tes archives qui y a autour. On n'a pas les moyens de gérer ça. Fait que Non. souvent, c'est ça. C'est jamais un manque d'intérêt. Je l'ai répété. On va le dire tout le long des épisodes. Il n'y a pas un technicien, un archiviste, un bibliothécaire qui fait ça pour la paye. Ah Il n'y non, en non, a non. pas un de nous autres qui se dit oh mon Dieu, on va être millionnaire à être archiviste, bibliothécaire ou tech-doc. T'es là parce que t'aimes ça. Par Parce que passion. c'est ta passion la plus profonde, puis il n'y a rien d'autre que tu veux faire à part diffuser tout ce qu'on possède. Ben non. Puis un truc en bibliothéconomie, un truc qui m'a fait friser un peu Oui. les poils sur les bras, c'est le catalogage. Des Oui. fois, le catalogage, il y a des règles. Il y a le petit cousin des RDDA, mais qui s'appelle les RDA pour la Oui. bibliothéconomie. Ça nous donne des règles de comment écrire les choses pour que ça soit bien compris par les usagers. Puis le but, quand tu catalogues un document, oui, tu veux suivre les règles, mais tu veux que tes usagers comprennent ce que tu as mis dans ton catalogue. Quand les gens ils cherchent le livre, tu veux qu'ils le trouvent, puis tu veux s'ils ne cherchent pas un livre, puis ils cherchent une information, mais qu'ils puissent trouver l'information dans le bon livre, qu'ils puissent trouver ce qu'ils ont besoin. Puis moi, des fois, ça m'arrive que je travaille, puis je vois un livre, puis je suis comme, voyons, pourquoi la cote est différente de tous les autres livres dans la collection? Ah, on pourrait pas le changer. Ah non, faut faire ça de telle façon. Des fois, je trouve qu'il y a une certaine rigueur dans le monde de la bibliothéconomie, dans certaines bibliothèques, je ne vais pas partout, mais certains choix qui ont été faits il y a quelques années, quelques décennies, qui n'ont pas été changés, puis qui ne changent pas, ah, ce serait ton main job de tout changer. Puis je comprends que c'est vrai que, tu sais, des fois, on n'a pas nécessairement les ressources pour Ouais. le faire. Mais des fois, il faut se donner un petit coup de pied dans les fesses puis se dire, écoute, on veut le changer puis on veut que ça soit fait de la bonne façon pour que tout le monde puisse repérer ou tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'on a dans notre catalogue puis puisse le voir. Puis ça soit pas caché puis obscur parce que tout d'un coup, ben, Marilyn, ça ne tentait pas de changer la cote parce qu'il fallait qu'elle change toutes les autres 36 cotes à côté. Fait que c'est là, ben là, si je le change, il faut que je change tout. Fait que ça me. Faut pas le faire, tu sais, non? C'est ça. Ben, je comprends le principe parce que dans le fond, c'est ça. On est. Ça implique, tu sais, on a des grandes collections, puis ça impliquerait beaucoup de changements, mais des fois, faudrait se motiver pour se donner
Ouais, en fait, c'est le paradoxe de nos professions, c'est que, tu sais, vous êtes des gardiens de savoir, nous des gardiens de la mémoire. Mhm. C'est ancien, mais c'est pas tant dans le passé, c'est surtout dans le présent. Puis le présent, c'est que l'information puis la connaissance bougent extrêmement vite. Juste la discipline historique. Hey, les ouvrages en 2000 là, sur l'histoire, c'est plus à jour pantoute, là, avec les nouvelles découvertes. Puis en Ah histoire, on oui, s'en rendait compte vite. Tu sais, je disais, puis j'étais comme, ok, mais c'est parce que ce que j'ai appris au secondaire, puis ce que j'apprends maintenant, c'est deux choses complètement séparées. Là. absolument. Mais Ça c'est, mettons, la évolue, place hein. des femmes chez les Vikings, ça a complètement changé depuis 2017. Là, on écrit un paquet d'ouvrages qui invalide tout ce qu'on a dit avant. Fait qu'il faut suivre, mais justement, dans la profession, il y a ce désir-là de suivre, mais c'est des fois très difficile, comme tu dis, c'est un bon point, parce que il faut changer tout ce qui a été fait avant, il faut y repenser. T'as une gestion de temps, t'as une gestion de priorité. C'est sûr. Puis là, des fois, tu sais, même dans la discipline, on est tous, tu sais, archivistes, on est des agents du changement, mais personne n'aime changer. Nous les premiers. Puis il faut le faire. Puis des fois, moi aussi, des fois, je me dis, ah, tabarouette. T'sais, moi, l'intelligence artificielle. J'étais comme, Oh, bon, oui, ça, hey, ça me c'est... tente pas de gérer ça. Puis là, je vois ça rentre en archiviste. Je suis comme, non, Gabriel, tu vas te botter les fesses. Tu dis que les gens changent. Tu vas monter l'exemple. Tu vas au-devant. Parce qu'on n'a pas Mhm. le choix, malheureusement. Ah non, c'est un... L'intelligence artificielle rentre dans les bibliothèques aussi, puis... Oui. Puis avez-vous une idée un peu de comment ça va rentrer? Ben, ça rentre dans le fait... C'est un outil que tout le monde utilise en ce moment. Ok. Fait que nous, il va falloir qu'on soit là pour, pas nécessairement former, mais informer les gens, les conscientiser à c'est quoi l'intelligence artificielle, Ah, ok. quelles ressources que ça utilise. Puis oui, c'est pas nécessairement tout parfait, mais c'est pas tout mauvais non plus. Comment l'utiliser à une bonne façon. Puis les bibliothèques, comme tu l'as dit, on est un peu une gardienne du savoir. Mais justement, l'intelligence artificielle, c'est une autre façon d'aller chercher du savoir pour les gens. Fait qu'il va falloir intégrer cet outil-là, puis un peu mettre des barèmes pour les gens, pour les citoyens puis les citoyennes, les étudiants à l'université. Parce qu'on n'a pas parlé des bibliothèques universitaires aussi, mais c'est un milieu où l'intelligence artificielle a une très grande place de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Et ça, ils vont avoir de grands défis avec ça, qui sont déjà... En fait, ils ont déjà des grands défis avec cet outil-là. Là. Ah ben oui, c'est clair. Nous, en Ouais. archivistique, un des enjeux qu'on m'avait soulevé dans une formation que j'avais faite sur l'évaluation, ce qu'il mentionnait, c'était M. Michel, mais je me souviens pas de son nom de famille, malheureusement. Il disait, tu sais, l'archivistique, c'est tout document créé par une personne ou un organisme ou l'AI. Comment est-ce qu'on sait qu'un document a été créé par un être humain si l'AI est capable de copier presque à réplique parfaite le Mhm. travail d'un C'est être humain? intéressant. Puis tu sais, si tu utilises l'AI pour écrire un texte, c'est-tu ton texte? C'est-tu toi? Tu sais, techniquement, c'est toi Ouais, qui hein? l'a fait approuver, mais au sens des archives, tu sais, c'est, mettons, là, c'est simple quand la personne écrit un texte, puis elle demande à l'AI de le reformuler, il le fait Ouais. approuver, tu sais que c'est lui qui a utilisé l'AI pour faire le document. Mais tu sais, quelqu'un part, ou c'est une boîte d'archives qui t'arrive avec des documents imprimés, puis tu sais pas si ça a été rédacté officiellement par l'AI, s'ils ont été approuvés officiellement. Fait que là, c'est tout un autre enjeu qu'on se pose la question, c'est comment est-ce qu'on va faire, tu sais, les créateurs de documents maintenant, ça sera plus nécessaire, il va y avoir un humain derrière, l'AI le fait pas tout seul, mais Mhm. tu sais, va falloir quelque chose qui est clair que l'humain approuve ce qui a été dit, parce que si tu retrouves deux documents, il y en a un que c'est l'AI qui a été écrit, puis toi tu penses que la personne l'a approuvé, mais elle l'a pas approuvé, c'est un document officiel. Mais c'est Ouais. l'intelligence artificielle sans révision qui a créé ça. Fait que beaucoup de défis dans notre Absolument. profession, ça va être incroyable. Mais Alex, un immense merci d'être Ben, venu. merci à toi, ça fait un honneur. Fait qu'écoute, ben j'espère que tu vas pouvoir revenir. On pourra peut-être jaser de certains Ben, aspects. certain. Il y a plein d'autres trucs qu'on n'a pas eu le temps d'aborder qu'on va pouvoir jaser si tu veux. Là, ça va me Ça faire va- plaisir. Ben merci beaucoup d'être venu. Mes chers amis, Alex, moi je donne tout le temps la chance. Je sais pas si toi, la bibliothèque, vous avez un projet qui est en cours, si toi tu as un projet avec la bibliothèque ou avec l'école que tu veux parler, diffuser un peu. Ben écoute, je pense que je l'ai fait pas mal tout au long de l'épisode. La technique en documentation, n'importe où, je vais pas vendre juste le collège Lionel Groux. Mais c'est un beau programme, ça rouvre des portes dans plusieurs domaines. Puis même si vous voulez continuer à l'université par la suite, faire un certificat en archivistique comme Gabriel le fait, ou même faire la maîtrise puis devenir bibliothécaire ou peu importe, ça vaut la peine. Puis vous allez être tellement bien outillé pour faire tellement une variété de tâches différentes. Puis si vous aimez le domaine de la connaissance, puis vous aimez les gens, vous aimez partager avec les autres, je pense que c'est un domaine qui est fait pour vous. Ça vaut la peine que vous ayez là-dedans. Vous pouvez autant être en archivistique, autant en bibliothéconomie. Les deux milieux, moi, c'est deux milieux qui me passionnent beaucoup. Puis je vous le dis, c'est vraiment un très très beau programme. Morale de cet épisode, on a besoin de vous. Venez nous aider. Merci tout le monde, merci Alex. Ça fait Bonne fin de plaisir. journée. Bonne journée.